Ibrahim Traoré surgit pendant l'investiture au Gabon, et la foule entre en délire. Le soleil venait à peine de se lever sur Libreville lorsque les premières personnes ont commencé à affluer autour du stade. C'était le jour le plus important de l'année, l'investiture du nouveau président du Gabon. La ville s'animait progressivement, remplie d'une énergie festive et d'une attente palpable qui électrisait l'atmosphère. Des drapeaux flottaient aux fenêtres, des enfants avaient le visage peint, et même des personnes âgées qui n'étaient pas sorties de chez elles depuis des années s'étaient déplacées. Tous voulaient assister à la cérémonie. Les vendeurs ambulants s'installaient déjà, proposant boissons fraîches, brochettes grillées et souvenirs aux couleurs nationales. Des policiers en uniforme d'apparat dirigeaient la circulation avec fierté, saluant les familles venues des quartiers éloignés. « C'est historique », disait un vieil homme à son petit-fils en ajustant son chapeau traditionnel. « Tu te souviendras toute ta vie de ce jour, papy. » L'enfant, impressionné par la foule qui grossissait à vue d'œil, demanda « Est-ce que tous ces gens sont venus voir le nouveau président ?» Le vieil homme sourit mystérieusement « Pas seulement, mon fils. Pas seulement. » En effet, au sein de la foule, les murmures portaient sur autre chose. « Est-ce qu'il va venir ?» chuchotait-on. Et ce « il » ne faisait pas référence à Brisoligi Anjema, le nouveau président du Gabon, mais à Ibrahim Traoré. Des jeunes portaient des t-shirts à son effigie, et des filles dansaient au rythme de chansons composées en son honneur. Son nom circulait comme une promesse, comme un espoir partagé par des milliers de personnes venues de tous les quartiers de Libreville, et même des provinces éloignées. « Il paraît qu'il a promis d'être là », murmura une femme à son voisin, ajustant son foulard aux couleurs du Gabon. Son visage s'illuminait à cette simple pensée. « Même s'il ne vient pas, son esprit est avec nous », répondit un vieil homme en hochant la tête avec sagesse, les yeux pleins d'une espérance nourrie par des décennies de désillusions. « Ce qu'il fait au Burkina, c'est ce dont nous avons besoin ici aussi », ajouta un étudiant, smartphone à la main, prêt à immortaliser chaque moment de cette journée. Il nous montre le chemin de la vraie indépendance. Mais c'est un militaire, objecta doucement une femme en tailleur, visiblement issue de la classe moyenne éduquée. Est-ce vraiment ce dont l'Afrique a besoin ? Encore des coups d'État ? Autour d'elle, un débat s'engagea, passionné mais respectueux, reflétant les divisions et les aspirations d'une Afrique en pleine mutation. Certains défendaient la démocratie classique, d'autres soutenaient que des mesures radicales étaient nécessaires face à des problèmes profondément enracinés. La chaleur montait progressivement, mais personne ne s'en souciait. Les enfants couraient entre les adultes, brandissant des drapeaux du Burkina Faso et du Gabon liés par un ruban rouge. Des journalistes du monde entier se bousculaient pour avoir les meilleures places, leurs caméras braquées vers l'entrée principale et l'estrade officielle. À 10 heures précises, une fanfare militaire entonna l'hymne national, annonçant le début des festivités. La foule se tut, respectueuse mais frémissante d'anticipation. Un à un, les officiels prirent place, suivis des dignitaires étrangers et des représentants diplomatiques. Les chefs d'État entraient sous les annonces protocolaires, certains saluant la foule avec de grands gestes, d'autres plus discrets. Les applaudissements restaient polis, mesurés. Mais soudain, le maître de cérémonie prit le micro, ajusta ses papiers, et dit d'une voix solennelle qui résonna dans tout le stade, « Et maintenant, représentant le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. » Il n'eut pas le temps de finir. Le stade explosa. Des dizaines de milliers de personnes se levèrent comme un seul corps, dans une clameur si puissante qu'elle fit vibrer les fondations du stade. Ce fut l'acclamation la plus spontanée, la plus sincère que Libreville ait jamais connue. Les cris de la foule brouillèrent les microphones, un feedback aigu se perdit dans le tumulte. Des enfants montèrent sur les épaules de leurs parents, les yeux brillants de larmes. Des personnes âgées frappaient leur poitrine, certaines tombaient à genoux, submergées par l'émotion. Une femme s'évanouit, secourue par ses voisins qui ne quittaient pas l'estrade des yeux. Un jeune homme, tremblant, tenait un drapeau du Burkina Faso, les larmes coulant sur son visage buriné par le soleil. « Il n'est pas venu, mais je savais qu'il serait présent d'une façon ou d'une autre, » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion, serrant contre lui le tissu comme une relique. Sa présence est partout, dans nos cœurs, dans nos esprits. Une femme à ses côtés confia, « J'ai économisé pendant 6 mois pour venir du Mali jusqu'ici, juste pour respirer le même air que l'homme qui représente Traoré. C'est comme être béni. » Sur l'estrade,
les autres présidents échangeaient des regards embarrassés, tiraillés entre incrédulité et irritation. Certains riaient nerveusement, d'autres tentaient de masquer leur malaise derrière une façade protocolaire. Un président ouest-africain murmura quelque chose à l'oreille de son homologue, qui hocha la tête gravement. Leur langage corporel trahissait l'inquiétude, c'était un phénomène incontrôlable, un danger pour l'ordre établi. Le représentant de Traoré, un homme d'une quarantaine d'années à l'allure militaire mais vêtu d'un costume sobre, ne pouvait parler. Il se tenait droit, ému, attendant patiemment que la clameur s'apaise. À plusieurs reprises, il tenta de porter le micro à ses lèvres, en vain. Le stade entier scandait un seul nom, comme un tambour de guerre, comme un appel à l'unité et à la résistance, Traoré. 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 Un journaliste occidental, perplexe, se tourna vers son fixeur local. Pourquoi tant d'enthousiasme? Il n'est même pas là. Le fixeur sourit, légèrement condescendant. Tu ne comprends pas? Ce n'est pas l'homme qu'ils acclament, c'est l'idée. C'est l'espoir. Ce peuple, qui n'était pas du Burkina Faso, semblait avoir trouvé en Ibrahim Traoré son véritable leader. Celui qui incarnait leurs rêves les plus audacieux, leurs espoirs les plus profonds. Dans les tribunes, une femme se mit à danser, ses bras dessinant des gestes ancestraux que tous semblaient comprendre intuitivement. « C'est notre espoir à tous », criait-elle. « C'est l'Afrique qui se réveille. » Un vieil homme, le visage marqué par les épreuves, acquiesça. « J'ai vu passer beaucoup de présidents », disait-il à qui voulait l'entendre. Des colons blancs, puis des hommes à nous qui agissaient comme eux. Mais lui est différent. On le sent jusqu'au fond des os. Le nouveau président du Gabon souriait avec un professionnalisme admirable, mais en lui pesait l'ombre de Traoré. Son discours, préparé depuis des semaines, peaufiné par des conseillers en communication, paraissait soudain fade et sans âme. Les photographes ne savaient plus où pointer leurs objectifs, vers le président en place, ou vers cette foule en liesse célébrant un homme absent. Les caméras retransmettaient en direct cette scène inédite, jusqu'au salon des capitales européennes où des analystes fronçaient les sourcils. C'est sans précédent, commentait un expert en politique africaine sur une chaîne internationale. Nous assistons à la naissance d'un mouvement transnational qui transcende les frontières coloniales. C'est fascinant, et potentiellement déstabilisant pour l'ordre géopolitique actuel. À cet instant, le monde entier comprit une vérité que la diplomatie ignorait: Ibrahim Traoré n'a pas besoin d'être présent pour être immense. Son évocation seule suffisait à enflammer les cœurs. Un phénomène que ni les manuels de sciences politiques ni les chancelleries occidentales ne peuvent encadrer. L'émotion collective qui avait submergé Libreville n'était pas un hasard, ni le fruit d'une orchestration médiatique. C'était l'expression d'un courant profond qui grandit partout en Afrique, un mouvement tectonique sous les relations internationales officielles, une force silencieuse mais irrésistible qui reconfigure le paysage politique du continent. Des hôpitaux équipés de technologies modernes et de la nourriture distribuée aux plus nécessiteux pendant la période de soudure. Et pendant que les puissants se moquaient de lui en coulisses dans les forums économiques internationaux, l'accusant de populisme et d'irresponsabilité, le peuple entier l'acclamait dans les rues poussiéreuses de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et au-delà. À Ouagadougou, sa capitale, des fresques murales à son effigie ornaient désormais les murs. Certaines le représentaient aux côtés de Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé assassiné des décennies plus tôt. Des chansons populaires racontaient son histoire, celle d'un jeune capitaine qui avait osé défier les grandes puissances pour redonner sa dignité à son peuple. Ces mélodies traversaient les frontières, reprises dans les marchés de Bamako, les taxis de Dakar, les écoles d'Abidjan. « C'est plus qu'un homme politique », expliquait un chauffeur de taxi à Niamey à son passager étranger. C'est un exemple. Il nous montre ce qui est possible quand on arrête d'avoir peur. Quelques jours après l'investiture mouvementée au Gabon, un général américain, lors d'une conférence de presse au Pentagone, commit ce qui allait s'avérer être une erreur diplomatique majeure. Répondant à une question sur la stabilité régionale en Afrique de l'Ouest, il accusa Ibrahim Traoré d'utiliser l'or de son pays pour se protéger personnellement et acheter des soutiens politiques. Ce commentaire, prononcé avec la désinvolture caractéristique de ceux qui sous-estiment les réactions africaines, traversa l'Atlantique comme une traînée de poudre. Ce fut l'élément déclencheur d'une réaction en chaîne que personne n'avait anticipée,
pas même les services de renseignement les plus sophistiqués. En moins de 24 heures, des manifestations spontanées éclatèrent simultanément au Burkina Faso, au Ghana, au Libéria, au Mali, et même dans les quartiers africains de Paris et Marseille. L'ère des réseaux sociaux avait amplifié le message, transformant une remarque diplomatique maladroite en un symbole de l'arrogance occidentale. C'est de l'ingérence de la part d'un pays qui a pillé l'Afrique pendant des siècles, s'indignait un étudiant en droit à l'université de Ouagadougou, exprimant un sentiment largement partagé. Ils nous volent et ensuite ils nous font la morale sur la façon dont nous gérons ce qu'il nous reste. Sur la place de la Révolution à Ouagadougou, plus de 10 000 personnes se rassemblèrent sous un soleil de plomb, scandant en chœur « Notre or, pas le vôtre ». Des jeunes brandissaient des pancartes artisanales mais éloquentes, « Touchez à Traoré et vous touchez à l'âme de l'Afrique ». Des étudiants distribuaient des tracts expliquant comment les ressources africaines avaient été systématiquement pillées pendant des décennies, avec des chiffres et des graphiques soigneusement préparés. « C'est la première fois que je vois mon peuple aussi uni », confia un professeur à la retraite, les yeux brillants derrière ses lunettes. Même ceux qui s'opposaient à son arrivée au pouvoir défendaient maintenant sa souveraineté face aux critiques étrangères. À Paris, la communauté africaine défila fièrement dans les avenues, chantant des chansons en mouré et en bambara. Des langues que la plupart des Parisiens ne comprenaient pas, mais dont l'émotion était universellement perceptible. Des intellectuels, des artistes et même certains politiciens français se joignirent à la manifestation, exprimant leur solidarité avec ce qu'ils percevaient comme un mouvement légitime d'émancipation. La France a tout intérêt à comprendre ce qui se passe, déclara un Français d'origine sénégalaise à un média présent. C'est un nouveau chapitre qui s'écrit, et nous devons être du bon côté de l'histoire. Le monde observait ces événements sans vraiment comprendre leur portée historique. Jamais un président africain n'avait été défendu simultanément par autant de nations, par autant de peuples au-delà des frontières ethniques et linguistiques. C'était un phénomène sans précédent dans l'histoire post-coloniale du continent. Ce n'est plus un homme, c'est un symbole, expliquait un sociologue sénégalais respecté sur une chaîne internationale, ses lunettes reflétant les lumières du studio. Il incarne ce que beaucoup d'Africains attendent depuis des décennies. Quelqu'un qui ose dire non, qui ose affirmer que nos ressources nous appartiennent, que notre destin nous appartient. Une célèbre chanteuse malienne sortit en urgence un single intitulé Le Lion du Faso qui devint viral en quelques heures, accumulant des millions de vues et devenant l'hymne non officiel de ce mouvement transnational. Dans les villages les plus reculés du continent, où l'électricité n'arrivait pas encore, où les nouvelles se transmettaient encore par les radios à pile et le bouche à oreille, on racontait son histoire autour du feu, comme on raconte les légendes. On disait qu'il avait refusé de dormir dans le palais présidentiel, préférant une simple tente militaire installée dans la cour. Qu'il partageait ses repas avec ses soldats, mangeant la même nourriture simple. Qu'il rendait visite personnellement aux familles en deuil après les attaques terroristes, s'asseyant dans la poussière avec elles, écoutant leurs peines. Mon cousin l'a vu dans un village près de Kaya, racontait une vendeuse au marché. Il est arrivé sans escorte, juste avec 3 soldats. Il a écouté les problèmes des gens pendant des heures, sans impatience. Vrai ou amplifié, ces histoires nourrissaient le mythe et ce mythe, à son tour, inspirait une nouvelle génération d'Africains à rêver différemment de leur avenir, à imaginer un continent qui se tiendrait debout, fier et indépendant. Mon fils veut devenir président maintenant, souriait une mère nigériane. Avant, il voulait être footballeur comme tout le monde. Maintenant, il dit qu'il veut être comme Traoré. Il était devenu, presque malgré lui, un symbole de résistance, de courage et de vérité dans un monde politique souvent dominé par les compromissions et les intérêts étrangers. Et ceux qui avaient tenté de le faire tomber, de le discréditer ou de le marginaliser n'avaient fait qu'amplifier sa légende, le transformant de simple homme politique en icône continentale. Car Ibrahim Traoré n'appartenait plus seulement au Burkina Faso. Il appartenait désormais à toute l'Afrique. Un simple capitaine devenu un tremblement de terre politique dont les secousses se faisaient sentir bien au-delà des frontières de son pays. Cet après-midi-là, à Libreville, pendant que le nouveau président prononçait laborieusement son discours d'investiture, parsemé de promesses conventionnelles et de remerciements diplomatiques, beaucoup dans l'assistance n'écoutaient même pas. Leurs pensées étaient ailleurs, captivés par un autre récit, une autre possibilité pour l'avenir du continent. Un petit garçon d'une dizaine d'années, assis sagement près de sa mère, tenait un cahier d'écolier sur lequel il avait soigneusement écrit au crayon «
je veux être comme Ibrahim Traoré. À côté, il avait dessiné une figure en uniforme militaire reconnaissable à son béret rouge. Ses yeux brillaient d'une détermination précoce, comme s'il avait déjà choisi sa voie, comme si l'exemple de cet homme lointain lui avait montré un chemin possible dans la vie. « Tu crois que tu pourras le rencontrer un jour ?» lui demanda sa mère, touchée par cette admiration enfantine. « Oui, » répondit-il avec une certitude désarmante. « Quand je serai grand et que je ferai des choses importantes pour mon pays. » Non loin de là, une femme d'un certain âge, le visage marqué par les épreuves et la sagesse des années, murmurait doucement à sa voisine, « C'est notre Sankara qui est revenu. » Mais cette fois, il est revenu armé, prêt à défendre ce en quoi il croit. Ces mots traduisaient une continuité historique, inscrivant Traoré dans une lignée de leaders panafricains qui avaient osé défier l'ordre établi. « J'étais jeune quand Sankara est mort », poursuivit-elle, le regard perdu dans ses souvenirs. « J'ai pleuré pendant des jours. Je pensais que notre espoir était enterré avec lui. Et maintenant, je vois renaître cet espoir. C'est un miracle. » Et même les chefs d'État les plus sceptiques présents ce jour-là, ceux qui critiquaient publiquement ses méthodes ou sa vision politique, le savaient au fond d'eux-mêmes, quelque chose d'irrévocable avait changé dans la conscience collective africaine. Une page se tournait sous leurs yeux, silencieusement mais inexorablement. Un ministre ouest-africain confia discrètement à un collègue, derrière sa main, « Nous devons nous adapter ou disparaître. » Le vent tourne. L'ancienne politique, faite de discours creux et de promesses jamais tenues, n'émouvait plus les foules. Les faux sourires et les poignées de main théâtrales devant les caméras ne trompaient plus personne, pas même les plus crédules. Les gens ne sont pas stupides, commentait un chauffeur de taxi à un journaliste étranger après la cérémonie. Nous voyons qui construit des palais pour lui-même et qui construit des écoles pour le peuple. Ce qu'ils voulaient désormais, c'était quelqu'un qui parle leur langage simple et direct, sans fioritures rhétoriques. Quelqu'un qui marche comme eux, dans la poussière des mêmes routes. Quelqu'un qui comprenne leur lutte quotidienne et, surtout, quelqu'un qui se batte pour eux non pas avec des mots, mais avec des actions concrètes qui transforment réellement leur vie. Avant, nous acceptions n'importe quoi parce que nous ne connaissions pas autre chose, expliquait un jeune entrepreneur à Cotonou. Mais maintenant, nous avons vu qu'un autre chemin est possible. Comment revenir en arrière ? Traoré avait compris cette vérité fondamentale que tant de dirigeants ignoraient. Il ne portait pas de costume sur mesure, ni de cravate de soie. Il ne souriait pas artificiellement pour les caméras des médias internationaux. Et la dignité, quand elle est authentique, quand elle émane des actions plutôt que des discours, personne ne peut l'effacer. Ni les campagnes médiatiques négatives, ni les pressions diplomatiques, ni même les menaces à peine voilées ne peuvent l'entamer. Il n'est pas apparu physiquement au Gabon lors de cette investiture historique, mais paradoxalement, il a été le plus évoqué, le plus célébré, le plus présent dans les cœurs et les esprits. Son absence physique rend sa présence spirituelle encore plus forte, observa avec justesse un imam respecté de Libreville. C'est comme ces étoiles qui brillent même après leur disparition. Car c'est là une vérité que l'histoire nous enseigne encore et encore. Les dirigeants passent souvent sans laisser de traces durables. Mais les mouvements, les vraies lames de fond qui transforment les sociétés en profondeur, eux, font l'histoire avec un grand H. Et l'Afrique, après des décennies de tâtonnements et de faux départs, semblait enfin avoir trouvé le sien, incarné par ce jeune capitaine au regard déterminé. Ce n'est que le début, prophétisait un vieux griot, gardien de la mémoire collective. Dans son temps, on racontera encore cette histoire, celle du moment où l'Afrique a commencé à se lever véritablement. La cérémonie s'est terminée dans les applaudissements polis et les hymnes nationaux. Les dignitaires sont repartis dans leurs limousines climatisées. Mais quelque chose d'indicible était resté dans l'air de Libreville. Quelque chose qui ressemblait à une promesse, à un avenir différent, qui commençait à prendre forme sous le ciel africain. Cette nuit-là, dans les foyers modestes comme dans les quartiers aisés, dans les cases des villages comme dans les appartements urbains, un nom était sur toutes les lèvres. Un nom qui était devenu synonyme d'espoir, Ibrahim Traoré. De retour à Ouagadougou, le capitaine Traoré avait suivi la retransmission de la cérémonie depuis son bureau spartiate. Contrairement à l'image que beaucoup se faisaient de lui, il n'avait pas souri en voyant l'accueil réservé à son représentant. Son visage était resté impassible, concentré, presque sévère.
Tu as vu comment il t'aime ? Lui demanda un de ses conseillers, incapable de contenir son enthousiasme. Traoré secoua lentement la tête. Ce n'est pas moi qu'ils aiment. C'est l'idée que je représente. Et cette idée est plus grande que moi. Il se leva et s'approcha de la fenêtre, observant les lumières de sa capitale qui scintillaient dans la nuit. L'amour est dangereux en politique, poursuivit-il d'une voix calme mais ferme. Il se transforme facilement en culte, et les cultes finissent toujours mal. Ce que je veux, c'est que notre peuple s'aime lui-même assez pour se battre pour sa dignité, avec ou sans moi. Son conseiller le regarda avec un mélange d'admiration et d'incompréhension. Comment cet homme pouvait-il rester si détaché face à une telle adoration populaire ? C'était précisément cette qualité, cette authenticité rare dans un monde politique fait d'ego et d'ambition, qui faisait de lui un leader à part. Demain, dit Traoré en tournant le dos à la fenêtre, nous continuons le travail. Il y a encore tant à faire. Car au-delà du mythe, au-delà de la légende naissante, il y avait un homme simple et déterminé qui savait que le vrai combat ne se jouait pas dans les stades, ni dans les cérémonies, mais dans les champs, les mines, les écoles et les hôpitaux. Un homme qui savait que l'histoire ne retiendrait pas son nom, mais les changements qu'il aurait apportés à son peuple. Et c'est peut-être là que résidait sa plus grande force, comprendre que sa valeur ne se mesurait pas à l'aune de sa popularité, mais à celle de son héritage. Un héritage qui, ce jour-là à Libreville, avait commencé à s'écrire non seulement pour le Burkina Faso, mais pour tout un continent en quête de sa propre voix.